Donc, ce qu'on avait vu en début de semaine ou la semaine dernière, très honnêtement, là, je ne sais plus très bien comment on vit. Donc, c'était les principales fonctions d'MPI qui permettaient de récupérer de l'information sur l'environnement. Donc, comment lancer une application MPI et comment chacun des processus qui étaient démarrés par l'utilisateur lorsqu'il lançait son application pouvait récupérer de l'information comme combien de processus ont été démarrés et quel est l'identifiant qui s'appelle aussi le rang d'un processus MPI. Et on avait commencé à voir comment faire communiquer ces processus MPI et en particulier on avait vu les communications point à point dont avec lequel on avait un petit peu joué à travers ce premier exemple qui était donné ici, où en fait, dans cet exemple, on avait donc un certain nombre de processus qui doit être supérieur à 5. Donc en fait, on avait un certain nombre de processus qui étaient démarrés. Et puis on avait juste le processus, on va les appeler 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, vous voyez qu'on avait juste un processus qui était le 2, qui envoyait un message au 5. Et ce message devait contenir juste un entier égal à 1000. Donc là, c'est ce qui est codé ici en Python. Donc si je suis rang 2, ce que je fais, c'est que je prends une variable que je mets à 1000 et puis je fais l'envoi au destinataire qui est 5. Et symétriquement, eh bien le processus de rang 5, lui, il exécutait le code en récupérant la taille du communicateur, son rang, et puis, vu qu'il est le 5, il rentre dans cette partie du if, il fait l'appel à la procédure de réception, et en fait, cette procédure de réception en MPI, elle est systématiquement bloquante, c'est-à-dire que le processus 5 va être bloqué dans l'attente d'un message dont il a spécifié à la fois l'émetteur et aussi éventuellement un paramètre supplémentaire qui est un drapeau, un flag. Et donc la fonctionnalité de même MPI va consister en fait à bloquer le processus tant qu'un message qui correspond à ces deux critères n'est pas disponible dans sa mailbox. Une fois qu'un message qui correspond à ces deux critères est disponible dans sa mailbox, le MPI va le rapatrier au processus. Le processus va pouvoir en lire le contenu et continuer son exécution. Ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'était de jouer un petit peu avec ces choses-là et s'apercevoir qu'en fait, on pouvait introduire de nouveaux bugs. En particulier, si le rang, si on se trompait que la réception voulait la faire par un rang 4, par exemple, eh bien ça conduisait à ce qu'on appelle un deadlock, parce que le processus de rang 4 serait bloqué dans l'attente d'un message émis par le processus 2, et ce message, en fait, n'existe pas. Il n'existera jamais dans la logique de ce bout de code. Si bien que le processus de rang 2, lui, va envoyer un message au 5, donc ça c'est complètement valide, et puis il va continuer son exécution et il va se terminer. Et le processus de rang 4, lui, va arriver ici, se bloquer en attente d'un message émis par le 2, et ce message, en fait, n'existera jamais, donc votre code va être bloqué vita aeternam. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle un problème de deadlock, d'étreinte fatale. Ça, c'est un premier type de bug. Alors, sur un exemple tout bête comme ça, on arrive à le trouver assez facilement. Un autre type de bug, c'est la situation où, dans un code un peu plus évolué, ce qu'on est quand même amené à faire, souvent, c'est d'utiliser des tags. Et ici, si j'utilisais un tag de 1, et puis, là, je reviens, j'enlève mon bug initial qui était... et que je mets maintenant ici un tag de 0, bien ça c'est aussi une situation dans laquelle on va avoir un deadlock parce que le message 2 va bien l'envoyer à 5, mais il va lui mettre un tag à 1 et le processus 5 qui va attendre un message qui vient de 2
Donc ça c'est bien, il y a effectivement un message qui devait être envoyé, sauf qu'il va attendre un message qui vient de 2 qui a un tag égal à 1, et là, qui est égal à 0, pardon. Et en fait, ce message-là, émis par 2 avec un tag égal à 0, il est jamais généré par le bout de code qu'on a ici. Et donc, le processus de rang 5 va attendre vita aeternam qu'un message de ce type-là arrive. Et donc, ça, c'est à nouveau une situation de deadlock. Donc, ça, c'est des nouvelles sources d'erreurs qui sont nouvelles pour vous, qui sont en fait des erreurs de logique. Le code va s'exécuter, mais à un moment, va se bloquer. Et donc, à charge à vous de réexaminer votre code et puis d'essayer de trouver l'origine du deadlock. Vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, on continue. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder un petit peu, donc, parmi les codes qui vous ont été donnés et disponibles sur la plateforme numérique, là, je ne sais pas si c'est Moodle ou autre chose, vous avez un petit code qui s'appelle ping-pong. Donc, vous pouvez éditer ping-pong et puis essayer de voir un petit peu ce que fait ce code-là. Donc, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voudrait ouvrir son micro et commenter le code? Monsieur, moi j'avais une question en fait. Oui, allez-y. Par rapport à l'exo, c'est juste comment j'exécute, comment je lance. Parce que la dernière fois, dans le premier BE, du coup, je lançais mon notepad pour ouvrir le fichier parce que c'était un .c. Mais là, vu que c'est un Python, je ne sais pas comment faire. Vous pouvez l'ouvrir de la même façon que vous ouvriez votre fichier .c. En fait, là, que ce soit le fichier .c ou bien le fichier Python, sont en fait des fichiers qui sont des fichiers dits ASCII, qui contiennent des caractères ASCII, et qui sont en fait les caractères usuels que vous pouvez saisir au clavier, quoi. Donc là, vous pouvez l'ouvrir pareil avec un éditeur de texte. Et il faut changer des trucs? Non, là, ici, il faut juste regarder, et puis après, on va le commenter pour être sûr que tout le monde en a la même compréhension. D'accord. Et donc, si vous l'éditez, vous devriez voir ce que je partage moi. Là. Enfin, donc moi, je l'édite avec un éditeur qui s'appelle VI. D'accord, merci. Donc, on va un peu avancer. Donc, je vais vous commenter le truc, là. Alors, j'arrive à avoir des... Ah, c'est ici. Donc, ici, on commence par vous faire les imports qui vont bien pour utiliser les packages qu'on veut utiliser. En particulier, il y a le premier là qui fait l'import de MPI. Donc, ce code-là va être exécuté par deux processus.
Et puis, donc chacun commence à récupérer le communicateur dans lequel il s'exécute, qui par défaut est le MPI ComWord. On est en mode DSPMD, donc tout le monde exécute le même code. Hein. Donc les deux processus, ou tous les processus vont ici récupérer le nombre de processus qui ont été démarrés par l'utilisateur, enfin que vous avez démarré au lancement avec votre MPI Run. Chacun va ensuite récupérer un numéro, son rang, et c'est en fait ici que les choses commencent à différer, hein, puisque chacun va ici maintenant avoir des rangs différents. Et donc chacun va imprimer ce petit message-là qui va effectivement permettre de vérifier que chacun a une valeur de rang différent. Bon, ici, un truc dont on ne vous a pas encore parlé, mais vous, compte tenu du nom, vous pouvez supputer de son fonctionnement. Si on fait un MPI barrière, d'après vous, ça fait quoi? La sémantique de la barrière dans MPI est la même que celle de OpenNP. Et dans OpenNP, vous vous souvenez ce que ça faisait une barrière? En fait, ça bloque l'ensemble des... Alors, dans OpenNP, ça bloque l'ensemble des threads jusqu'à ce que le dernier thread de l'équipe fasse l'appel à la fonction barrière. Ici, on n'a pas des threads, on a des processus parce qu'on est en mémoire distribuée, mais le fonctionnement est le même, c'est-à-dire que tous les processus MPI vont être bloqués jusqu'à ce que le dernier du communicateur fasse l'appel à cette fonction-là. Donc là, on a une synchronisation forte de l'ensemble des entités de calcul. Bon, derrière, on a fait un slip 1 pour ça aille pas trop vite. Donc ça suspend les processus pendant une seconde. Et puis derrière, vous voyez que je fais si rang égale 0. Donc ici, vu que j'ai démarré avec deux processus, je vais avoir un qui va avoir le rang 0 et l'autre qui va avoir un rang 1. Si je suis le rang 0, j'envoie la valeur de ma variable rank à destinataire égale 1 et je mets un tag égal à 11. Donc là, le tag, c'est moi qui le gère, je peux mettre n'importe quoi à partir du moment où c'est un entier. Et puis, donc ici, le 0 fait l'envoi, et puis derrière, il se bloque en réception en disant j'attends un message qui doit venir de 1 et qui aura un tag égal à 12. D'accord? Et maintenant, si je suis le rang 1, eh bien, je vais commencer par faire une réception, je vais attendre un message qui doit venir de 0, qui doit contenir un message qui vient de 0 et dont le tag est égal à 11. Donc là, vous voyez qu'ici, on a un matching entre cet envoi et cette réception. Et puis, donc, une fois que le 1 aura fait cette réception, en fait, il va pouvoir passer à l'instruction suivante. Donc, plus précisément, le 0 lui fait son envoi, a priori, l'envoi n'est pas bloquant. Donc, hop, il envoie, il dit à MPI, je veux envoyer quelque chose, et puis il continue. Et puis, il continue, ce qu'il fait, il se bloque en réception en attendant un message qui vient de 1 et qui a un tag égal à 12. Ce qu'il fait, c'est que lui, d'entrée, il se bloque en attendant un message qui vient de 0 avec un tag de 11. Donc, ça va être le matching que j'ai représenté en vert ici. Et puis, il va maintenant attendre un message qui doit venir de 1 avec un tag de 12. Et vous voyez que cette réception-là, en fait, elle match le SAN qui est ici. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est ici, on a le processeur 0, ici, on avait le processeur 1. Le 0, il envoie à 1 quelque chose avec un tag égal à 11. Et puis, il se bloque en réception en attendant un message qui doit venir de 1. Et puis, tag égale 12. Et ce que fait 1, 1, il fait la réception qui est indiquée ici, et il fait effectivement l'envoi du message en question. Donc ça, c'est le nom du fichier, c'est ping-pong, parce que ça revient à faire un ping-pong. Il y a 0 qui envoie quelque chose à 1, qui ensuite lui renvoie
un message en retour. Donc là, c'est un exemple où en fait, les communications sont faites en envoyant des messages qui sont essentiellement des entiers, hein, puisque vous voyez que ici, ce qu'on envoie, c'est un rang. Ah bon, ça ne marche plus. Ça. Ce qu'on envoie, c'est un rang. Et puis ce qu'on reçoit, ce qu'on envoie, c'est aussi le rang ici. Dans la deuxième partie du code, donc ici, on va faire la même chose. Simplement, on va faire un send suivi d'un receive. Les deux vont faire... oui. Le composant barrier, c'est quoi? Alors, ce truc-là, ça? C'est ça. Oui. Alors, ça, c'est une barrière. C'est-à-dire que ça va bloquer tous les processus MPI tant que le dernier processus du communicateur n'a pas appelé cette fonction-là. Non, peut-être, je pense que c'est présenté. Voilà. Alors, attendez, je vais faire un truc qui est un peu en avance de phase, mais peut-être que c'est... J'efface tout ça. Et je partage. La barrière, elle fait ça. Donc, vous voyez, vous avez ici l'ensemble des processus qui s'exécutent. Donc là, vous avez un petit exemple ici, l'ensemble des processus s'exécutent. Et puis, vous avez une barrière. Et donc, ce qui veut dire que tous les processus vont être bloqués jusqu'à ce que le dernier, par exemple ici le 2, fasse lui-même l'appel à la barrière. Une fois que tous les processus sont arrivés à cette barrière, ils peuvent continuer leur exécution. C'est vraiment la même sémantique que le OMP barrière qu'on a vu dans le cadre d'OpenNP. D'accord, ça bloque tout le monde jusqu'à ce que le plus lent, le retardataire, arrive à cet appel-là. En règle générale, c'est très rare que dans un code, on en ait besoin. Hein, parce que synchroniser les processus, en fait, en MPI, ça doit se faire par l'envoi et la réception de messages, puisque la réception est bloquante. D'accord, donc ça, c'est une façon de naturellement synchroniser vos processus. Ça peut avoir un intérêt lorsque vous êtes en train de débugger votre code et dans la mesure où l'exécution de tous les processus va se faire de façon complètement asynchrone. Lorsque vous allez lancer votre code et si vous avez un bug et un processus qui crache, et que vous essayez de faire un débugage avec du print coucou, il se peut que les traces que vous récupériez de l'exécution varient beaucoup d'une exécution à l'autre parce que les exécutions étant complètement asynchrones, le processus qui se plante peut se planter à des instants différents par rapport à la progression des autres. Et donc mettre des barrières dans cette situation-là, ça vous assure que lorsque vous voyez un affichage à votre écran, l'intégralité, et si vous mettez par exemple un print derrière la barrière, ça vous assure que tous les processus sont au moins arrivés jusqu'à ce point du code. Et donc, ils sont arrivés sans s'être plantés, quoi. Donc, ça vous permet de synchroniser, de faire du débugage pas à pas un petit peu dans votre code. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'aura pas le temps de vous parler ici, mais si vous utilisez Spider pour faire du Python, ce qui doit être le cas, j'imagine. Oui. Dans Spider, en fait, vous avez un environnement intégré qui vous permet de faire du débugage. C'est-à-dire que si vous avez une erreur Python, Spider se bloque sur la ligne en vous disant quelle est la ligne qui a généré l'erreur. D'accord ? Ah oui, d'accord, merci. Ce qui veut dire que Spider vous permet d'éditer vos sources, la façon dont ce qui est l'utilisation que vous en faites, vous permet de démarrer vos applications Python et en plus intègre cet outil de débugger. Qui s'appelle un débugger. Alors ces outils de développement, ils existent dans les autres langages, qui sont même indépendants des langages. Lorsqu'on va travailler dans un environnement parallèle, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux débuggers vraiment efficaces qui existent, et c'est potentiellement un petit peu lourd de les utiliser. Donc, sur des codes relativement simples, on ne va pas nécessairement utiliser ces débuggers, mais on va plutôt utiliser des affichages, des print coucou pour essayer de trouver les bugs dans son code, quoi.
Mais voilà, ces outils de développement existent et si un jour vous devez vraiment faire du développement de code parallèle, la structure pour laquelle vous allez travailler aura certainement acheté le débugueur en question. Parce qu'évidemment, si vous cherchez à débugger un code sur 10 000 processus, faire du prime coucou, ça va vite arriver à avoir ses limites, quoi. OK pour la barrière? Oui, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des choses qui ne sont pas claires, hein. Donc on revient sur commenter le code ping-ping et puis après vous allez jouer un peu avec. Donc là on a vu sur le premier exemple comment faire l'envoi. Ici on a fait un envoi de... Non, je n'ai plus l'écran. Si. Ici on a fait... Ah, pourquoi ça marche pas, ça? Envoi d'un entier. Et puis si vous regardez le code qui est ici, en fait, il y ressemble furieusement. La seule différence qu'il y ait, c'est que maintenant, ce qu'on envoie, c'est une donnée qui est de nature différente. Ici, on envoyait clairement un entier. Ici, on envoie quelque chose qui est méta. Et méta, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Et c'est là que vous avez la puissance de l'orienter objet. Vous voyez que le code est exactement le même. On change juste la variable qui est la donnée qu'on veut changer. Et en fait, ce qui vous est complètement masqué, c'est que derrière, MPI va transférer des données de nature vraiment différente. Dans le premier cas, c'était juste un entier. Donc un entier, c'est essentiellement 8 octets. Ici, ça va être quelque chose qui va être plus complexe dans la mesure où ça va être un dictionnaire au sens Python. J'ai aucune idée de la façon dont ça s'est stocké en Python. D'accord? Mais le code source reste le même. Alors la petite différence qu'il y a pour les envois-réceptions, donc là c'est pareil, on fait un ping-pong, pardon. Il faut que j'efface ce truc-là. Ici on fait un ping-pong toujours entre 0 et 1, d'accord, avec la donnée qui est échangée qui est de nature différente. Et le dernier petit exemple qui est présenté ici, c'est quelque chose qui est différent. Donc vous voyez que la syntaxe n'est pas exactement la même. Vous voyez la différence de syntaxe, alors parce que celle-là elle est un peu pénible. Qu'est-ce qui diffère? Oui. Oui, pour le premier cas, pour le Simple Message Exchange, et chaque fois, on va envoyer et recevoir seulement une fois, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire pour recevoir et envoyer plusieurs fois? Ah, bien sûr. Bien sûr. Après, vous pouvez rajouter une boucle autour, là. Oui, d'accord. Et puis vous envoyez autant de fois que vous voulez, oui. Ah, oui, d'accord. Alors, le petit danger, si vous envoyez plusieurs fois, vous voyez que si 0 va parler à 1 plusieurs fois, et pour éventuellement éviter qu'il mélange les messages qui sont envoyés, vous avez peut-être intérêt à ce moment-là à faire évoluer le tag. D'accord? Et changer de tag à chaque envoi pour être sûr qu'à la réception, ce que vous recevez, ça correspond bien à ce qui a été envoyé dans l'itération que vous exécutez. Oui, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez la petite différence qui est mineure, enfin, je vous la donner parce qu'on va passer la soirée, enfin, qui est en plus la matinée. La différence entre la dernière et les précédentes, c'est que ici on a des majuscules. Et ça, c'est très honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que c'est en fait, ils ont surchargé le send et le receive lorsqu'on envoie des données de type NumPy. Donc là, vous voyez que ce qu'on a utilisé, ce sont des tableaux et qui sont initialisés ici et qui sont passés en paramètres là. Et les développeurs, pour une raison que j'ignore, ils ont fait le choix de mettre une majuscule au sein de receive, en fait, à toutes les fonctions MPI, à partir du moment où elles manipulent des données de type NumPy. Donc la sémantique est exactement pareille que la précédente, c'est simplement cette fois-ci 0 va envoyer à 1 un tableau de longueur n qui est égal à 100 000 et puis va recevoir symétriquement un buffer de taille 5000 qui va être initialisé par rang plus 10. Quoi. Donc c'est un vecteur constant égal à 10 ou 11 en fonction de qui est le rang qui fait l'initialisation. Et monsieur,
Oui. Et pour le tag, on peut nommer n'importe quoi ou seulement les noms entiers? Non, c'est que des entiers. Ça, c'est codé sur des entiers. Ah oui, d'accord, oui. Alors après, si vous trouvez que les entiers, c'est misleading et que vous voulez avoir des tags particuliers, rien ne vous empêche de déclarer des entiers qui ont qui ont un nommage qui a une logique pour vous et d'utiliser, plutôt que de mettre des constantes, vous pouvez mettre des variables ici. Hein. Alors, ça marche encore plus. Hein. Ici, vous pouvez mettre des variables, hein. C'est pas forcément des constantes. Ah oui, d'accord, oui. Bon, je vous propose de faire tourner un petit peu ce code-là pour regarder, vous l'approprier un petit peu, puis après on va basculer à la suite. Est-ce que ce que fait le code, c'est exactement ça? Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Ça, c'est la scène récessive. Hop. Donc, vous pouvez exécuter ça. Oui. Et ça, ça marche pas. Ah, c'est-à-dire, ça marchait la semaine dernière ou pas? La semaine dernière, j'avais pas exécuté. Ah, d'accord. J'avais que téléchargé tout. Mais en fait, Ok. j'ai fait cette commande. Je peux vous partager l'écran si vous voulez. Oui, bien sûr. Attendez, il faut que moi j'arrête le mien et que je vous donne les droits. Allez-y. Du coup, c'est bon, vous le voyez? Oui. Du coup, je mets la commande et ça me dit ça. Alors, c'est Python ou Python 3 que vous exécutez? J'ai exécuté Python et après j'ai exécuté Python 3. Alors, il en fait un petit peu plus, il est pas ravi. Là, vous êtes sur quoi comme installation? Vous avez... Sur Ubuntu, j'ai téléchargé Ubuntu et là j'ai fait sur ça. Ok, alors... là, il a l'air de pas être content parce qu'il trouve pas le package NumPy. Pardon, il trouve pas? Il trouve pas le package NumPy. Ben, ça m'étonne parce que l'autre jour, je l'avais téléchargé avec vous, donc c'est pour ça. Et vous avez quel distrib de Python, là? Vous l'avez installé comment Python? Oula, je m'en rappelle pas. Enfin, c'est Anaconda ou pas? Non. Et... Il ne semble pas. Comment on faisait pour ok. Je sais pas trop. Python 3-VV peut-être? Python 3 version. Ouais, ça marche. Mais il me semble pas en fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, je pense que vous avez lancé Python 3. Et là, il faut faire un exit, je crois, ou quit. On va faire un autre truc. Non, peut-être qu'il vous a pas il vous a peut-être pas monté. Et du coup, je comprends parce qu'il me semble que l'autre jour, j'avais vérifié sur mes photos, mais il me semble que j'avais tout téléchargé. Sinon, vous pouvez faire pip install numpy, PIP. Si vous pouvez repartager votre écran. Ouais, okay. PIP install
NumPy. Ouais. Ah, PIP3 alors. Ça paraît bizarre parce que j'avais déjà fait ça l'autre fois. Ah non, on avait téléchargé le MPI. MPI4Py, ouais. Alors, F2Py 8. Bon, on va voir si ça suffit, s'il faut faire ce qu'il dit là. J'essaye de lancer. Ouais, avec MPI-RUN, voilà, celui-là. Alors là maintenant c'est MPI-RUN-NP2 Python 3./Python. Il faut lui dire /Python, pardon, ping-pong. Non, plutôt que de ping-pong, c'est /. Ah, ici? Oui, pour lui dire que le fichier que Python 3 doit interpréter, il se trouve dans le répertoire courant. Comme ça, du coup? Oui, non, .py toujours. Alors, qui n'est pas content? Alors, faites-moi un coup de ls là, pour voir ce qui passera. Ah, ok, vous n'êtes pas dans le bon répertoire. excusez-moi. Je pense que c'est Malev, non? Ah, non, pas /. C'est directement dans le répertoire courant. Là, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. Voilà. Donc là, si vous faites point d'exclamation... Ah, bon, très bien. D'accord. Voilà. Donc là, après, au démarrage, il est un peu bavard, là, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est juste qu'il y a un driver réseau, visiblement, qui ne trouve pas, mais c'est pas grave. D'accord. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on aurait pu commenter. Vous pouvez repartager votre écran, comme ça on commente votre exécution et on passe à la suite. Pardon. Donc là, vous voyez que, modulo, tout ce qui est entre les lignes de pointillés qui sont des messages d'erreur liés à des choses un peu internes. On voit bien qu'on a lancé le code avec deux processus. Donc, chacun des processus écrivent IAM rank blabla in a group of size 2, essentiellement. On a mis une barrière, ce qui fait qu'on est sûr que tout le monde a fait cet affichage avant de poursuivre. Si on n'avait pas mis la barrière, on aurait pu avoir les affichages qui sont entrelacés entre les différents processus. Et puis ensuite, on a l'envoi-réception, donc le ping-pong sur une donnée qui est juste un entier. Donc les deux disent bien qu'ils ont reçu quelque chose qui est émis par l'autre. Donc la première fois, c'est juste des données qui sont de type entière. La deuxième fois, ce sont des données qui sont de type dictionnaire. Et puis la troisième fois, en fait, là, ce sont des tableaux. Et vous voyez que 0, il reçoit bien quelque chose qui est un tableau rempli avec uniquement des 11, puisque l'initialisation du tableau se fait avec rank plus 10. Donc il reçoit un tableau qui a été émis par 1, et donc 1 a rempli son tableau avec 10 plus 1, 11. Et de la même façon, le rang 1 va recevoir, lui, un message qui contient un tableau, et ce tableau est rempli de 10. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Des questions? Bon, on continue. Hop. Donc ça, c'était le ping-pong. Bon. Là, on a vu comment envoyer des choses. Alors, non, ça, je crois qu'on en avait parlé aussi la fois précédente. Là, on a fait l'envoi-réception de messages en précisant et éventuellement, enfin, systématiquement le destinataire, d'accord, et en mettant ou pas un tag. À la réception, on se sert de ces deux mécanismes qui sont qui est l'émetteur et quel était le tag pour aller chercher un message dans la mailbox.
En fait, ces contraintes de sélection de messages, on peut les relâcher en disant, par exemple, je suis un processus particulier, je veux recevoir n'importe quel message, quel que soit l'émetteur, pour relâcher la contrainte de synchronisation. Et ça se fait en utilisant, en fait, comme source, ce qui s'appelle MPI AnySource. Donc ça vous permet de recevoir, d'aller chercher dans la mailbox un message qui a été émis par n'importe qui. Là, donc ça vous permet de relâcher la contrainte, quel est l'émetteur. De la même façon, on peut relâcher la contrainte sur quel est le tag du message, quel est le tag du message que je veux recevoir. Et donc, on peut dire un tag qui peut être n'importe quel tag, et ce n'importe quel tag en MPI s'appelle MPI AnyTag. Une fois qu'on a reçu ces messages dont on relâche la contrainte sur l'émetteur et sur le tag, en fait, il y a des mécanismes internes qui permettent après de récupérer pour le message qu'on a effectivement lu, quel était l'émetteur et quel était le tag, parce que ça peut avoir une influence sur le traitement qu'on va faire ensuite de l'information qu'on a reçue. Alors, il y a une bizarrerie aussi, un truc qui peut paraître une bizarrerie dans MPI, c'est qu'il existe ce qui s'appelle le proc nul, c'est-à-dire un processus fantôme, fictif. Et en fait, lorsqu'on envoie un message ou qu'on reçoit un message qui vient de ce processus fictif, en fait, ce que fait MPI, c'est qu'il redonne directement la main à votre code appelant. Ici, ça peut paraître curieux, l'intérêt d'utiliser ces choses-là. En fait, ça a un intérêt lorsque, par exemple, on travaille sur une EDP, sur une EDP en cartésien, souvent, si on reprend l'exemple de la chaleur 1D, on va avoir besoin de communiquer avec des voisins à droite et à gauche. Et lorsque vous traitez le début du fil ou la fin du fil et que vous avez des conditions qui ne sont pas des conditions périodiques, bien, votre voisin n'existe pas. Et donc, pour éviter d'avoir des codes qui sont extrêmement compliqués, qui consistent à systématiquement vérifier si je traite le début du fil ou la fin du fil, vous mettez simplement votre voisin à ce processus fictif, et puis tout le monde exécute la même chose, et ceux qui sont au bord, ils vont faire des envois, des réceptions vers le processus fictif. Donc, le code reste exactement le même. Et simplement, à l'exécution, si votre voisin c'est un processus fictif, vous revenez directement et donc vous continuez l'exécution. Bon, après, il y a des subtilités dont on ne va pas rentrer dans... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses-là. Le send receive, on va le voir tout à l'heure. Le send receiving place, vu qu'on va être en Python, ça n'a aucun intérêt. Et le dernier point ici, qui est sur créer des types de dérivés, en fait, ça perd un peu de son intérêt en Python, parce que Python c'est la surcouche Python, elle a déjà encapsulé des objets. Donc, ces choses-là qui consistent à définir ses propres types, c'est surtout intéressant lorsque vous travaillez dans des langages que vous n'utilisez pas déjà une implantation MPI orientée objet. Si vous travaillez en C ou en Fortran ou en C++ et que vous devez faire l'envoi d'objets particuliers comme des structures ou bien des bouts de vecteurs, en n'ayant pas nécessairement un envoi de bouts de vecteurs qui sont contigus, vous avez toutes ces fonctionnalités MPI qui vous permettent en fait de décrire vos propres structures de données, de sorte qu'ensuite vous pourrez faire des envois en utilisant directement les nouvelles structures de données que vous avez pu définir grâce à ces fonctions-là. Bon, ici, dans le cadre de Python et de l'utilisation qu'on va faire, ça n'a pas de sens, parce que comme je vous dis, l'implantation MPI au-dessus de Python est déjà orientée objet et vous masque ces choses-là. Donc le send receive qui est présenté ici, en fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet de faire dans un seul envoi, un seul appel, l'envoi et la réception. D'accord. Donc ici, typiquement, les processus 0 et 1 qui vont s'exécuter, chacun va initialiser une variable qui est son voisin, qui est en gros l'autre processus. Et l'autre processus, c'est forcément, vu qu'il n'y en a que deux, c'est mon rang plus 1 modulo 2. Donc c'est cette chose-là. Et puis, donc on veut implémenter le schéma qui est donné ici. Donc les deux processus qu'ils vont faire, ils vont dire je fais un envoi, je fais un send de quelque chose qui est un entier qui vaut rang plus 1000 et je le fais
à ce processus destinataire. Donc, je veux envoyer rang plus 1000 à mon complémentaire, mon vis-à-vis, et je fais simultanément l'envoi et la réception. Et donc, en retour, moi, j'attends un entier que je vais stocker dans la variable valeur. Donc ça, intrinsèquement, ça ressemble beaucoup à chacun des processus fait un send et chacun des processus fait un receive. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que sémantiquement, on aurait pu l'écrire différemment? Enfin, a priori, puis après on va voir que c'est pas tout à fait vrai, mais ça, là, j'aurais pu l'écrire différemment. J'aurais pu faire comme point send Est-ce que ces deux écritures vous paraissent identiques? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si je regarde ce que fait le processus 0, donc le processus 0, quand il va exécuter cette instruction-là, il va faire un send d'un message qui va contenir 1000 et il va l'envoyer à 0 plus 1 modulo 2, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc en fait, ça correspond à ce message-là. Et puis ensuite, il va faire valeur égale un message que je dois recevoir de 1. Et donc, ça correspond à cette réception-là. Donc ça, c'est ce que veut faire le processus 0. Et symétriquement, ce que veut faire le 1. Donc le 1, il va faire cet envoi-là. Donc lorsqu'il va faire cet envoi-là, il va faire un send vers destinataire qui est 1 plus 1 modulo 2, c'est 0. Et il va envoyer quelque chose qui vaut mon rang, qui vaut 1 plus 1000. Donc en fait, ça correspond à ce message. Donc là, vous voyez que j'ai, du coup, j'ai un match entre cette réception et cet envoi. OK. Et ensuite, qu'est-ce que veut faire le processus 1? Il va vouloir faire cette réception-là. Donc il va se dire, je vais recevoir un message qui vient de 0 et je vais stocker dans valeur. Donc en fait, ce qu'il va vouloir faire, c'est recevoir quelque chose qui est ici. Et donc là, vous voyez qu'à nouveau, j'ai un match entre l'émission et la réception, puisque cet envoi-là va venir matcher cette réception-là. Donc est-ce que les deux codes sont identiques? Là, ici, je l'ai codé. Ici, il faut que j'arrive à vous le montrer. Ici, je l'ai codé en faisant un seul appel, alors que ici, je l'ai décomposé en deux appels. Sémantiquement, c'est la même chose?
Allô? Vous m'entendez? Oui. Ah. Alors, est-ce que les deux codes sont identiques, enfin, réalisent la même chose? Si vous savez pas, vous pouvez dire je sais pas, je réexplique. Moi, je veux bien que vous expliquiez. Ok. Donc, le code tel qu'il est joliment écrit sur le slide, hein, donc qui correspond à ça. La sémantique du send receive, c'est que le processus va faire simultanément l'envoi et l'attente de réception. D'accord? Donc, ce qu'on fait ici, c'est que donc, chacun récupère la taille du communicateur. Donc, si je le lance avec un MPI-NP2, je vais avoir deux processus. Donc, size va être égal à 2. Et puis, les deux processus vont exécuter cet appel-là. Et chacun va récupérer son rang. Donc, le processus va récupérer 0 et le processus 1 va récupérer 1. D'accord? Donc là, ici, je vais bien avoir ici un processus 0 et un processus 1. Et ensuite, je veux que mon code implémente ce schéma de communication, c'est-à-dire que 1 doit envoyer un message qui contient 1001 à 0, il doit recevoir un message qui contient 1000 du processeur 0. Donc ça veut dire que 0 doit communiquer avec 1 et 1 avec 0. Donc pour savoir pour un rang donné, qui est le rang de l'autre, ben là, vu qu'on n'a que deux processus, ça se fait simplement par cette petite expression qui dit ben, je prends mon rang, je l'incrémente de 1, je prends modulo 2 et ça me donnait le rang du voisin. Et si je suis 0, je fais 0 plus 1 modulo 2, ça fait 1, donc 0, mon voisin, c'est bien 1. Et puis si je suis 1, ben, rang plus 1 qui vaut 2 modulo 2, ça fait 0, et donc le processus auquel je dois parler, c'est bien le 0. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite formule qui permet de calculer effectivement quel est le processus avec qui on doit parler, enfin, qui est l'autre en gros. Et puis ici, ce qu'on fait, c'est, donc on utilise une fonction qui fait simultanément l'envoi et la réception, d'accord? Et donc, tous les deux processus vont donc faire un envoi, une réception à l'autre. L'autre, c'est, on l'a codé dans numproc, donc le destinataire, ça va être sur numproc. Et chacun va faire donc dans la partie send, ce qui va être envoyé au destinataire, c'est le paramètre qui est passé ici. Donc rang plus 1000, qui va bien correspondre à un message qui vaut 1001 parce que c'est le processus de rang 1 qui va l'exécuter et qui va bien contenir juste 1000 pour le processus qui a le rang 0. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie envoi. Et ensuite, ben, on a la réception, puisqu'on fait simultanément l'envoi et la réception. Et donc la réception du message, qui doit être toujours émise ici par le processus complémentaire, et bien le résultat, on va le stocker dans le champ valeur, enfin dans la variable valeur. Et donc, 0 va bien recevoir le message qui a été émis par 1 qui contient 1001, et puis 1 va bien recevoir le message qui a été envoyé par la même instruction, hein, par le processus 0, et qui contient donc un entier qui vaut 1000. Tout le monde comprend ce que fait ce send receive? Je fais simultanément l'envoi et la réception. Monsieur, dans ce cas-là, oui. Le processus 0 va recevoir 1000 ou 1001 parce que rang égal à 0, le pouce va être 1000, c'est ça? Non, le processus, ce que va recevoir 0, c'est ce qui correspond en fait à la partie réception. Donc dans la réception ici, alors, attendez, je vais essayer de prendre, on va revenir sur mon stylo là. Donc la réception, elle va en fait affecter
la variable qui apparaît dans la partie droite de l'affectation. Donc on va recevoir, en fait, on va recevoir ce qui a été envoyé par le processus. Alors, il faut que, par le processus destinataire, et qui est aussi l'émetteur ici. Donc en fait, à la réception, je vais recevoir quelque chose que je vais stocker dans valeur et qui a été émis ici, ça l'autre, par l'autre processus. D'accord? Ah oui, oui. Et symétriquement, ce que je fais aussi l'envoi. D'accord? Et en fait, l'envoi, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie cette variable-là qui vaut rang plus 1000. Donc le 0, il va faire un envoi de quelque chose qui vaut 1000. Et le 1, il va faire un envoi de quelque chose qui vaut 1001. Ah oui, oui, d'accord. Et du coup, à la réception, ben le 0, il va recevoir ce truc-là. Ça ne marche encore plus. À la réception, en fait, ben les messages vont être bien échangés comme ça. D'accord? Oui, oui, d'accord. Donc, ça, ce que je prétends, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est que j'aurais pu l'écrire de façon différente en séparant l'envoi et la réception. Donc, si je sépare l'envoi de la réception, je commencerai par faire, chacun va faire un send en envoyant toujours la même chose, là, qui était ce rank plus 1000, et puis en l'envoyant toujours au même gars qui est celui-là. Donc, qui est numrock. Donc ça, je réalise la première partie qui est le send. Vous êtes d'accord? Et puis derrière, ensuite, donc je fais le send et le receive, ben je poste ma réception pour récupérer la valeur qui est dont le source doit être pressé et le processus destinataire de l'envoi précédent. Est-ce que vous êtes d'accord que les deux codes sont équivalents? Oui. Ok. C'est ok pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, question suivante, c'est est-ce que... Attendez, je vais effacer. Crac. Est-ce que du coup, j'aurais pu l'écrire comme ça aussi? Donc là, j'ai fait la réception. Alors, je ne vais pas remettre tous les paramètres. Hein, mais est-ce que j'aurais pu le coder aussi en faisant d'abord valeur égale com.receive, en mettant les bons paramètres, hein, évidemment, et suivi de com.send. Et puis en mettant aussi les bons paramètres. Est-ce que ça, c'était équivalent? Non. Parce que... Oui. Est-ce que ça, c'est aussi équivalent à ce que j'avais précédemment? Hein, je fais l'envoi et la réception. Il ne faut pas d'abord envoyer et après recevoir. Alors pourquoi? C'est l'ordre qui a du sens, je pense. Oui, mais là, ici, je fais les deux en même temps. Cette fonction-là fait... Alors, allez-y, hein, ça a du sens, pourquoi? Ici, la fonction, elle fait les deux en même temps. Je sais pas pourquoi j'aurais pu, on pourrait écrire. Bon, voilà. Ici, la fonction, elle fait les deux en même temps. D'accord? Donc, précédemment, j'ai dit que je faisais le send suivi du receive, mais je pourrais dire aussi, vu que je vais le faire en même temps, je fais le receive suivi du send. D'accord. Non, mais là, je suis un marchand de tapis. Hein. Donc, il ne faut pas... ce que je vous dis là, justement, c'est... Je pense que votre intuition était bonne, ça ne marche pas, en fait. Écrit comme ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas?
parce qu'on n'a pas encore le message pour recevoir. Ouais. Là, la réception, elle est bloquante, d'accord? Donc, tous les deux processus vont se bloquer dans l'attente de recevoir un message qui a été émis par l'autre. Et en fait, vu qu'on a mis la réception avant de faire l'envoi, ben en fait, l'envoi ne sera jamais fait parce qu'on commence par attendre la réception d'un message qui n'a pas été émis. Donc là, on aura une situation de deadlock. D'accord? Donc la première variante, elle avait du sens, celle-là, elle n'en a pas, parce qu'on aura forcément une situation de deadlock. Tout le monde voit pourquoi ça conduit à un deadlock? Oui. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui ne voit pas pourquoi ça conduit à un deadlock? C'est clair pour tout le monde? Bon. Donc on va poursuivre. Hop. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ces choses-là, parce que là, j'ai l'impression que c'est vendredi, juste avant les vacances de Noël, tout le monde a les neurones un peu fatigués. En fait, il se trouve que même la version que j'avais écrite précédemment, mais là, il faut rentrer un petit peu dans le détail des choses. Si je ça, c'est pas complètement équivalent à faire un send suivi d'un receive. Parce que le MPI send, en fait, qui s'appelle MPI, le send standard, en fait, il a un comportement qui n'est pas du tout standard. En fait, le MPI send, la sémantique du send, c'est que le MPI va vous rendre la main lorsque le message que vous avez envoyé, enfin, en tout cas, la variable qui contient le message que vous voulez envoyer peut être réécrite sans compromettre le contenu du message qui va être effectivement envoyé. D'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous faites un send, ce que va faire MPI, c'est recopier votre message dans un buffer MPI interne que vous ne voyez pas. Et il vous rend la main pour que vous puissiez continuer à exécuter, de sorte que si vous modifiez la variable que vous avez passé en paramètre, vu que vous en avez fait une copie, ça ne va pas affecter le message qui sera effectivement envoyé plus tard par MPI. Donc ça, s'il y a un mécanisme interne dit de bufferisation du message, mais la taille du buffer interne MPI est limitée. C'est-à-dire que si on veut envoyer un message qui est trop gros, ben, il n'aura pas ici l'espace nécessaire pour stocker de façon intermédiaire votre message. Et donc, ce que va faire MPI, c'est qu'il ne vous rendra pas la main. Donc, vous ne reviendrez pas de l'appel du send tant que MPI n'aura pas été en capacité d'acheminer le message jusqu'à son destinataire. Et donc, dans ce petit exemple ici de send-receive, enfin de ping-pong en gros, si on avait envoyé des choses qui étaient des tableaux très gros, eh bien, ce tableau très gros, il ne peut pas être écrit dans un buffer interne MPI. Donc, le send ne reviendrait pas de l'appel. Et donc, les deux processus feraient un send qui ne peut pas être bufferisé. Donc, les deux resteraient bloqués dans le send. Vous voyez vous comprenez ce que je racontais clair ou pas? Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment décrit que ce qui se cachait derrière le send. En fait, derrière le send, il se cache ces mécanismes-là qui, sur des petits messages, vont faire que MPI va les recopier dans des structures internes, dans sa mémoire à lui, et va vous libérer, va faire le retour de sorte que vous puissiez progresser dans l'exécution de votre code. Lorsque les messages qui sont trop gros et que les recopies ne peuvent pas se faire, ben, il va garder la main, il ne vous rendra pas la main tant qu'il n'aura pas été capable d'acheminer le message que vous voulez envoyer. Et donc, si je fais un send suivi d'un receive sur des messages qui sont très gros, ben, je vais avoir encore un deadlock qui n'est pas nécessairement lié à la logique de mon code, mais qui est simplement lié à l'implémentation qui est faite de MPI. Et ça, c'est un petit peu les limites de MPI. MPI ne définit que les interfaces et le comportement des fonctions, mais ne définit pas du tout l'implémentation qui en est faite. Et donc, vous pouvez avoir d'une implantation d'une machine à l'autre des buffers MPI qui sont de taille différente. Et donc, ces situations où on va bufferiser et rendre la même vont apparaître sur des tailles de buffers différents. Et ici, donc, si j'ai un buffer qui est
un envoi qui est trop gros par rapport au buffer, le send va être bloquant, et du coup, je vais avoir aussi une situation de deadlock. Vous comprenez ce que j'ai dit est clair ou pas? Monsieur, j'ai une question. Oui. Du coup, la valeur va être affectée deux fois, c'est ça? Parce qu'une fois pour le 0 et une fois pour le 1. Oui, mais ça c'est pas grave, puisque en fait, le processus 0, lui, il a sa mémoire à lui. Hein, ça va être la mémoire vue par le processus 0, lui, il va venir écrire là-dedans. Ah, d'accord. Et puis le 1, lui, il a sa mémoire à lui aussi. Ah, c'est ça, oui. Et lui, il va écrire dans sa mémoire à lui. Par contre, lorsque le 1 va vouloir faire un envoi vers 0, par exemple, et si le 1 veut faire un envoi d'un gros morceau de mémoire à 0, en fait, ce gros morceau de mémoire, il va falloir que MPI, ce qu'il va chercher à faire, c'est le réécrire dans sa mémoire à lui. Là, j'ai aussi la mémoire MPI de 1. Et puis de la même façon, je vais avoir la mémoire MPI de 2. De 0, pardon. Donc quand le message est petit, ce que fait MPI, c'est qu'il va la recopier chez lui, et puis après, il se débrouille de la cheminée. Ce qui fait que le processus 0 qui était en train d'écrire, ça devient un peu le... Oui. Le processus 0, à partir du moment où j'ai fait MPI a fait la recopie, ben, il peut venir réécraser cette variable-là, venir réécrire en mémoire ici, c'est pas grave, parce que j'ai une copie qui a été faite, et du coup, ben, si après le send, je viens modifier la variable, le message que j'ai envoyé va bien contenir les données que j'ai recopiées avant de rendre la main à mon processus. Oui, mais D'accord. Si jamais on peut utiliser la variable valeur, comment on va utiliser? Parce qu'il a deux valeurs, du coup. Alors, pourquoi on a deux valeurs? Chacun des processus a une variable valeur. Oui. Mais chacun a une... Comment on va indiquer pour indiquer quel processus on va utiliser? Parce que votre code, il est SPMD. Donc, les deux processus exécutent le même code. Oui. Mais chacun a sa mémoire, donc chacun a sa représentation de la variable valeur. Ah oui. Elle a le même nom, mais en fait, elle existe dans deux espaces mémoire différents, puisqu'on est en mémoire, en espace d'adressage disjoint. Ah oui, c'est ça, oui, je me suis trompé. Oui, là on est dans... Et donc MPI va faire ses recopies dans des buffers intermédiaires dans sa mémoire à lui pour acheminer les données lorsque les données qu'on veut envoyer sont petites. Si on veut envoyer des données qui sont moins grosses, si on envoie quelque chose de très gros qui ne tient pas dans la mémoire MPI, oui. Du coup, on n'a pas besoin de préciser le type de valeur? Non. Mais, alors là, parce que vous êtes en Python, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les types. Ah oui, c'est ça. Parce que Python est orienté objet, que l'implémentation de MPI est orientée objet. Donc MPI s'y retrouve tout seul, sauf pour les tableaux où lorsque vous envoyez des tableaux NumPy, il faut changer, il faut mettre une lettre majuscule sur la fonction MPI qu'on utilise, pour une raison qui est absolument incompréhensible. Enfin, pour moi. Mais ça, c'est un petit peu le défaut du monde de Python. Hein. Là, le monde Python, vous avez des gens qui développent des packages. Là, en l'occurrence, MPI 4Py, c'est la seule implémentation de MPI qui est disponible dans Python. C'est une personne ou deux qui l'ont développé. Je ne sais même pas si c'est encore maintenu, ce truc-là. À un moment, pour une logique qui est pas documentée, ils ont fait ce choix-là de mettre une lettre majuscule pour tout ce qui est communication qui implique des objets qui sont de type tableau NumPy. Et voilà, donc on a cette petite curiosité. Si je reviens là sur mon histoire de bufferisation, hein, donc lorsque je fais un envoi, par défaut, ce que fait MPI, c'est recopier la variable qu'on veut envoyer dans un buffer interne, puis après, charge à lui de l'envoyer, de la faire parvenir au destinataire. Et il va en fait parler au petit processus MPI qui tourne chez le voisin. Par contre, lorsqu'on veut envoyer une donnée qui est trop grosse, qui ne tient pas dans le buffer, là, ça ne rentrait pas dans mon buffer. Ce que va faire MPI, c'est il ne va pas vous rendre la main, il ne va pas rendre la main au processus 0. Là. Donc le processus 0, il va rester bloqué sur le send jusqu'à ce que
le receive correspondant soit posté de sorte que MPI puisse prendre les morceaux de ce gros message, le couper en morceaux et être capable d'acheminer les différents morceaux jusqu'au voisin, jusqu'au destinataire. D'accord? Si bien que dans ce cas-là, cette implémentation qui est un send suivi d'un receive va conduire un deadlock parce que les deux cherchent à faire un send de quelque chose qui est trop gros pour être recopié dans la mémoire MPI. Et donc, on va avoir un deadlock. Alors que si je fais send receive, puisque je dis à MPI que je veux faire simultanément l'envoi et la réception, ben, l'envoi ne va pas permettre de bufferiser, donc je vais avoir exactement le même problème. C'est-à-dire que le send va être bloquant. Par contre, puisque je fais simultanément le receive, eh bien le receive qui va être posté par le processus voisin, enfin le destinataire, va permettre en fait à MPI de s'apercevoir que ce gros message que qu'il ne peut pas recopier dans son buffer interne, il est attendu chez le voisin et donc le voisin a alloué de la mémoire pour venir recopier ce message-là. Et du coup, MPI va commencer à découper le gros message d'envoi pour l'acheminer chez le voisin et écrire la donnée dans la mémoire du voisin. Et du coup, le receive posté par le voisin va débloquer le send qui était bloquant dans le cas où j'avais séparé le send et le receive. Ça a du sens, ça ou pas? Si je fais un send suivi d'un receive sur des gros messages, le send est bloquant parce que je ne peux pas bufferiser. Et du coup, tout le monde, je ne pourrais sortir du send que lorsque la donnée que je voulais envoyer a effectivement été transmise au destinataire. Donc si je fais un send d'une grosse donnée, je suis bloquant. Par contre, je fais un send receive, puisque je cherche à faire à la fois le send et le receive. La partie receive du send receive va me permettre de commencer à acheminer les données qui étaient bloquantes pour le send et donc me libérer du send. Et donc dans ce cas-là, je n'aurai plus de deadlock. Vous voyez le truc ou pas? Vous ne battez pas pour répondre? Mais du coup, on ne peut pas envoyer le message de Tiger Crow, c'est ça? Disons que avec juste le send, vous ne pouvez pas envoyer de très gros messages sans que ce soit bloquant. Et donc, si vous voulez envoyer des gros messages avec le send, et on verra qu'il y a d'autres primitives qui permettent d'éviter ce problème-là, si vous voulez envoyer de gros messages, il faut vous assurer que le processus à ce qui vous envoyez est en situation d'attendre. Et donc, il faudra que, en gros, lorsque vous faites un send, si vous postez une requête, il faudra que si vous faites un send d'un gros message, il faut que la requête de réception de ce gros message ait été postée par le processus destinataire. Si c'est le cas, MPI va découper ce gros message en petits messages et va les acheminer par petits bouts en le recopiant directement dans la mémoire du destinataire. Donc il faut, si vous voulez envoyer avec du send un gros message, il faut vous assurer que le destinataire est prêt à recevoir. Ce qui n'est pas le cas dans le schéma précédent que j'avais fait, puisque les deux faisaient un send suivi d'un receive. Par contre, si on revient sur le ping-pong précédent, le ping-pong, on avait le 0 qui envoyait et puis le 1 qui faisait la réception. Et là, ça marchait toujours, parce que même si j'avais un gros message que MPI ne pouvait pas bufferiser, vu que donc le send était effectivement bloquant, mais vu que j'ai le 1 qui a posté le receive, MPI s'aperçoit que le 1 est prêt à recevoir et donc va pouvoir commencer va lui acheminer les données et va libérer donc le 0. Une fois que toutes les données ont été acheminées, le 0 pourra passer à son receive et le 1 va passer à son send dont le message sera acheminé en utilisant le même processus qui est couper le gros message en petits morceaux en acheminant en petits bouts. C'est plus clair ou pas? Si c'est pas plus clair, on va s'arrêter là, c'est pas super critique. Et sinon, vous pouvez réfléchir un petit peu et on en rediscute cet après-midi ou l'année prochaine.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, on ne va pas faire de scène récive, c'était la même chose que... Donc là, ce qu'on veut faire, c'est implémenter ce schéma de communication. C'est-à-dire que 0 envoie un message qui contient 1000, 1 envoie 2 un message qui contient 1001, etc. D'accord? Donc vous voyez que dans ce schéma-là, celui qui, le premier à faire l'émission, c'est 0. Alors ça peut être n'importe qui, hein. C'est en gros, je numérote mes processus, j'ai donc une relation d'ordre, j'envoie au suivant et je reçois du précédent. Et pour que cette relation d'ordre existe pour le premier et pour le dernier, ben cette notion de relation d'ordre, je l'étends en prenant des modulos. Donc si je suis 0, j'envoie. Pourquoi est-ce qu'on commence par 0? Parce que le 0, il existera quel que soit le nombre de processus que j'utilise. Donc si je suis 0, ben, je commence par faire l'envoi au suivant qui est 1. Et puis j'attends quelque chose qui doit revenir du dernier, et qui est donc le dernier, c'est size-1. D'accord? Donc ce bout de code ici, il correspond... Il correspond à ce que fait lui. D'accord? Et puis tous les autres, ce qu'ils font, ben, ils attendent que quelque chose leur arrive. Donc ils attendent, lui il va attendre que cette réception arrive, lui il va attendre que ce message arrive, etc. Et une fois qu'ils ont reçu, ils vont faire l'envoi. Donc ils attendent de leur prédécesseur et ils envoient à leur successeur. Et leur successeur, c'est on rajoute ce modulo pour que le 6 parle à 0. Donc vous voyez que tout le monde attend quelque chose qui arrive de son prédécesseur et envoie quelque chose à son successeur. Donc ce qui se passe, c'est que a priori tout le monde attend, et c'est en fait 0 qui quelque part allume la mèche et qui va décoincer tout le monde, parce que ce send-là, il va décoincer 1. 1 ayant réceptionné le message qui vient de 0 va faire l'envoi au suivant qui est 2. Et donc, je vais avoir quelque chose, un jeton, quelque part, un message qui va se propager à travers cet ensemble de processus en allant de 0 à 1, puis de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4, puis etc. Et donc, j'ai ce message qui va circuler sur ce qui est logiquement un anneau de processus. OK? Vous voyez ce que ça fait, ça? Allô? Ah oui, Oh, OK. mais j'ai une question. Allez-y. Oui, est-ce qu'un processus peut envoyer un message à deux processus en même temps? Ah bah vous pouvez faire 2 scènes, oui. Alors ça ne sera pas en même temps, hein. Ah, d'accord, oui. Ouais. Ici on n'utilise que des cas très simples qui sont juste, et on verra tout à l'heure qu'il y a effectivement des procédures, des processus, des opérations dites collectives qui permettent en fait à un processus d'écrire à tout le monde en particulier. Mais après vous pouvez avoir dans votre code, c'est en fonction de la logique de votre code, hein. La logique de votre code, et c'est bien pour ça qu'on peut préciser le destinataire. Dans la logique de votre code, un processus peut écrire à n'importe qui. Et après, c'est la logique de votre code qui, si vous avez besoin d'écrire, un processus a besoin d'écrire à un autre, ben, il faudra que dans le code exécuté par l'autre, vous fassiez la réception du message en question, quoi. Vous voyez ce que fait ce petit bout de code ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Si je le mets à l'examen, tout le monde a 20? Non. Voilà. Du coup, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Alors allons-y après, et puis je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais qu'est-ce que c'est où est-ce que ça bloque pour vous? Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir compris, mais pas tant que ça, quoi.
Alors, si on reprend, donc ce que je vais implanter, c'est ce truc-là. C'est tout le monde envoie quelque chose à son successeur et reçoit quelque chose de son prédécesseur. D'accord? Donc, chacun doit recevoir quelque chose de son prédécesseur. Donc, chacun va attendre quelque chose qui vient de son prédécesseur. Et ça, c'est ce qui permet qui correspond à ces réceptions qui sont là. D'accord? Alors là, c'est pour tout le monde sauf 0. Donc, si tout le monde attend quelque chose de son prédécesseur, ça correspond à cette boucle-là. Enfin, ces réceptions-là. Et là, vous voyez que si je fais ça, tout le monde commence par faire une réception et donc tout le monde est bloqué. Donc, il faut que j'ai quelqu'un qui débloque tout le monde. En fait, pour débloquer tout le monde, ce que je fais dans le code, c'est de dire celui qui va débloquer tout le monde, c'est le 0. Et donc, le 0, il va commencer par faire un envoi ici au suivant, qui est 1. Et donc là, je vais avoir un match entre cet envoi et cette réception. Donc 1, il aura fait la réception et du coup, il va pouvoir faire l'envoi qui est le send au suivant. Et le send au suivant qui est 2, vous voyez que 2 était bloqué ici en attendant la réception. Et une fois que 1 aura reçu de 0, 1 va pouvoir faire l'envoi vers 2 et ça va débloquer cette attente ici de 2. Et puis après, vous avez ce phénomène de propagation. 2, une fois qu'il a reçu son message, donc qui correspond à cette instruction-là, qui attendait quelque chose de 1, il va faire l'envoi au suivant. Et donc, ce qui va se passer, c'est cette étape-là de la communication va être implémentée. Et petit à petit, vous voyez que j'ai les messages qui vont pouvoir se... Ça marche encore plus, je ne sais pas pourquoi. Petit à petit, donc, vous allez avoir de proche en proche, chacun des processus va effectivement recevoir quelque chose du prédécesseur, va envoyer au suivant. Ce qui fait que ces choses-là vont... C'est n'importe quoi, ça ne marche plus. Bon. Tous les processus ici vont recevoir de leur prédécesseur jusqu'à ce que le dernier fasse effectivement un envoi. Le dernier, il va faire size-1 plus 1 modulo size, ça va faire 0. Et donc le dernier va bien envoyer quelque chose à 0 qui va débloquer la réception du 0 ici. Donc ce qui se passe, c'est en gros, c'est comme si j'avais un jeton qui circulait autour d'un anneau. Et puis le jeton, à un instant donné, permet de faire la communication d'un processus, qui permet à un processus de faire l'envoi de l'information au successeur. C'est plus clair ou c'était tout... Ça va, j'ai compris, mais en fait, ça veut dire que du coup, le 0, il est bloquant jusqu'à ce qu'il reçoive... Ouais, le 0 va être bloqué jusqu'à ce que le 6 lui écrive. Parce qu'en fait, une fois que le 6 lui a écrit, qu'est-ce qui se passe? Il sort et votre code a fini de s'exécuter. D'accord. Là, sur ce petit exemple-là, vous avez fini cette étape de communication et donc il passe aux instructions suivantes. Et là, en l'occurrence, ici, ils vont sortir. Donc ça, vous pouvez rapidement l'exécuter. Je pense que si vous lancez cette commande-là, MPI, donc peut-être que si l'un d'entre vous peut partager son écran, on le fait rapidement pour que vous ayez quand même 5 minutes de pause. Est-ce que quelqu'un pourrait partager son écran et lancer cette exécution? Et puis on va voir ce qui se passe. Moi, je ne peux pas le faire, j'ai mon installation de MPI qui ne fonctionne plus. Du coup, j'ai lancé là. Voilà. Et donc là, vous voyez que ce que fait le 0, alors on va peut-être le lancer avec alors, tac. Lançons-le avec un nombre de processus plus petit. Si on commence par 3, par exemple, 3 processus, MPI-NP3 Python Ring. Ça va fonctionner quel que soit le... Donc là, on a 3 processus qui vont exister, 0, 1, 2.
Donc là, on voit le premier, on voit que chacun écrit I am et chacun donne son rang. D'accord. Donc là, vu qu'on n'a pas mis de barrière, chacun, les écritures qui sont faites en disant je suis le processus temps vont être entrelacées avec les autres affichages que chacun des processus va vouloir faire. Donc là, je suis le processus 0. Parmi un groupe de 3, je dis que le rang 0 a reçu quelque chose qui vient de 2. Donc en fait, là, on a l'affichage du retour du jeton qui a parcouru tout l'anneau et qui revient de 2 vers 0. Et puis, le 1, on voit que le 1, quand il affiche, il dit bien qu'il a reçu quelque chose qui vient de 0 et qu'il envoie quelque chose à 2. Et puis, le rang 2, il reçoit bien quelque chose de 1 et il renvoie quelque chose à 0. Ok, et puis si on varie le nombre de processus MPI, les choses vont se passer de la même façon. On peut aller au cas extrême qui est juste deux process. Hein. Là, on va avoir juste 0 qui envoie quelque chose à 1 et 1 qui lui renvoie. Alors, si vous pouvez éditer, parce que le fichier en question, on peut voir le fichier source. Vous l'avez peut-être derrière, non? Vous avez Jupyter qui tourne. Non, c'est pas le même. Ah, faites juste un cat de ring.py. Ouais. Il faudrait agrandir la fenêtre. Là, en fait, ce qui est implémenté ici est un petit peu différent. Vous voyez que ce que fait, c'est que le rang 0, lui, il initialise un token à 0 et il envoie cet entier 0 à 1 avec un tag de 11. D'accord. Et si je suis pas rang 0, ça veut dire que tous les autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recevoir le token dans le com receive. Hein. Ils vont attendre le token qui vient de leur prédécesseur, qui est rank -1, qui a un tag de 11. Alors vous voyez que le tag de 11, il match le tag de 11 qu'on a mis qu'on met sur le send. Et puis ce que chacun fait, c'est qu'il prend le token qu'il a reçu, il incrémente de la valeur de son rang, et il renvoie la nouvelle valeur de token au successeur, avec toujours un tag de 11. Et donc là, ça va faire ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeton comme ça qui circule sur l'anneau logique des processus. Et ce jeton, en fait, il va être incrémenté à chaque pas de la valeur du rang du processus qui le reçoit. D'accord. Et donc c'est pour ça que vous voyez qu'à la fin, il y a cette valeur de token qui est affichée, et vous voyez que le token qui est reçu par chacun des processus correspond en fait à la somme des rangs des prédécesseurs. Ça a du sens ce que je raconte? C'est bon pour tout le monde? Je vous propose d'arrêter là. J'ai une réunion dans 3 minutes. Vous, j'imagine que vous poursuivez. On se retrouve à 2 heures. Donc là, l'emploi du temps n'est pas terrible en ce dernier jour.